ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne finance and trade. C'est l'interaction entre la finance et le commerce. C'est un thème qui a suscité un regain d'intérêt à la suite de la crise financière, la crise des subprimes, donc qui a éclaté en 2007-2008. Et on s'est aperçu pendant l'année 2009 qu'il y avait eu un effondrement en fait, des échanges internationaux, donc toutes zones confondues. En moyenne, moins 12% des échanges commerciaux, moins 15% en Europe et en Amérique du Nord. Donc ça a effectivement suscité un regain d'intérêt et on a expliqué en partie cette chute du commerce international par précisément la crise financière qui s'était déclenchée juste avant. Et effectivement, on a des raisons de penser que la finance n'est pas neutre du point de vue des échanges commerciaux. Notamment les entreprises exportatrices, donc quand elles souhaitent vendre des produits à l'étranger, elles subissent ce qu'on appelle des coûts à l'exportation, qui sont souvent des coûts fixes, alors qui sont liés par exemple aux dépenses que vous devez subir pour développer un réseau de distribution dans un pays étranger, pour mettre en œuvre une stratégie de publicité, de marketing, et puis aussi pour répondre à des contraintes qui peuvent être des contraintes techniques ou sanitaires, adapter les produits, répondre également à des contraintes administratives pour que vos produits puissent passer la frontière. Voilà, donc tout ça, ça implique des coûts qu'il faut financer. Et il faut les financer, d'autant plus qu'en matière de commerce international, vous avez un décalage qui est particulièrement important, plus important que dans le commerce domestique, entre le moment où vous produisez les biens et le moment où vous tirez les recettes de leur vente. Voilà. Et donc, effectivement, la finance est importante puisque c'est elle qui va permettre justement de financer ces coûts à l'exportation. Et ça justifie notamment l'existence d'outils un peu spécifiques, donc typiquement de l'assurance à l'exportation, des crédits à l'exportation, un système aussi de lettres de crédit par lequel, par exemple, l'importateur, donc celui qui achète, va signer une lettre de crédit, va demander à sa banque d'émettre une lettre de crédit, donc garantissant qu'il paiera si les termes du contrat sont respectés. Et puis cette lettre de crédit va pouvoir être utilisée par l'entreprise exportatrice comme garantie auprès de sa propre banque dans son pays, en disant voilà, j'ai une garantie et donc vous pouvez me fournir un crédit pour que je puisse produire mes biens et payer précisément les coûts dont on a parlé. Voilà, donc du coup, effectivement, le système financier est important pour financer les exportations et ça justifie une relation, disons, positive entre ce qu'on appelle le développement financier d'un pays, c'est-à-dire la capacité d'un pays à offrir un système bancaire efficace, suffisamment important, des marchés financiers, mais les exemples que je vous ai donnés là renvoient plutôt à l'intermédiation financière, c'est-à-dire des banques, des compagnies d'assurance. Donc une relation positive entre le développement financier et puis le dynamisme commercial d'une économie. Il se trouve aussi que ça se retrouve à l'échelle microéconomique, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été réalisées sur des entreprises, donc des échantillons de firmes exportatrices, et qui s'intéressent à leur degré de contrainte financière. Alors en économie, ce qu'on appelle la contrainte financière, c'est la capacité que vous avez, ou plutôt que vous n'avez pas, à trouver des financements à l'extérieur auprès d'apporteurs de fonds, des marchés financiers ou des banques, puisque c'est peut-être ce qui nous intéresse ici davantage. Et il y a eu une multitude de travaux qui ont été écrits là-dessus, des tests qu'on appelle économétriques, donc des études empiriques faites sur des échantillons, qui montrent qu'effectivement, les entreprises qui sont les plus contraintes financièrement, alors ça, on le mesure soit par des ratios financiers, soit par des enquêtes où on demande aux entreprises si elles ont du mal ou pas à trouver des financements extérieurs. Donc les entreprises les plus contraintes financièrement sont aussi celles qui ont le plus de mal à exporter, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire quand on tient compte des déterminants habituels de la capacité à exporter. Alors ça peut être des biens industriels, ça peut être des biens agricoles notamment. La plupart des études s'intéressent quand même plutôt au secteur industriel. Voilà. Donc on a effectivement un ensemble de preuves à la fois théoriques et empiriques qui montrent que le développement financier n'est pas neutre sur la capacité des firmes d'une économie à exporter. Alors, les travaux que j'ai entrepris dans ce domaine essayent d'ajouter un ingrédient à l'histoire que je viens de vous raconter. Et cet ingrédient, il est intéressant parce qu'il est susceptible précisément de baisser les coûts à l'exportation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose, je pense, que tout le monde connaît parce qu'on en entend souvent parler.
ce sont les accords commerciaux entre pays, les accords régionaux notamment. Et ces accords commerciaux, ils ont pour objectif alors, de baisser ce qu'on appelle les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane sur les produits. Donc ça, c'est quelque chose qui a été largement réduit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ils diminuent, ou ils ont pour objectif aussi de diminuer ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Donc des quotas à l'exportation, par exemple. Et puis, c'est ça qui va nous intéresser, tout ce qui relève des contraintes administratives, des contrôles techniques, de la partie complètement administrative, respect des normes techniques, respect des normes sanitaires. Donc les accords vont avoir tendance, pour certains d'entre eux, à justement faciliter les échanges en rendant ces contraintes moins fortes entre deux pays en fait qui auraient signé l'accord. Mais elles sont aussi souvent utilisées comme des barrières en fait commerciales. C'est-à-dire c'est une façon aussi d'empêcher les produits de passer vos frontières. Donc on peut tout à fait imaginer des contraintes administratives complètement artificielles qui sont juste là pour ralentir en fait le passage des produits et réduire la concurrence étrangère. Et c'est le cas quand même d'un certain nombre d'entre elles. Donc effectivement, il peut y avoir des contraintes qui se justifient, mais vous avez aussi un allongement des délais, par exemple, administratifs, etc., qui n'ont pas forcément beaucoup de sens finalement. Donc les accords, en tout cas une bonne partie d'entre eux, maintenant que les droits de douane ont quand même largement baissé, interviennent plutôt dans ce domaine-là maintenant. Et du coup, ils réduisent les coûts à l'exportation dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça laisse penser qu'a priori, quand deux pays, si je prends en fait un pays I qui exporte et un pays J qui importe, eh bien quand ces deux pays ont signé un accord, a priori, le développement financier dans le pays exportateur devient moins important pour le financement des exportations, puisque d'une certaine manière, le travail est déjà fait par l'accord commercial qui aura été signé entre les deux économies. Alors c'est précisément ça que j'ai cherché à tester avec un co-auteur qui était mon doctorant, qui s'appelle Duc Bao Nguyen, dans un papier qui s'appelle Financial Intermediation, Trade Agreements and International Trade, à partir d'un échantillon de 69 pays, pour revenir à la question sur la géographie, à la fois des pays développés et des pays en développement, entre 86 et 2006. Et donc, dans ce papier, on essaye d'estimer ce qu'on appelle un modèle de gravité. Alors, la gravité, ça renvoie à la gravité entre les planètes. Là, l'idée est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'échantillon, on prend les pays par paire. On regarde les relations commerciales entre les pays à chaque fois par couple et on essaye d'expliquer ce qui fait que le pays I exporte vers le pays J. Alors il y a les indicateurs classiques, mais nous, on s'intéresse plus particulièrement au développement financier, aux accords régionaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, on obtient essentiellement 3 résultats qui sont, je pense, assez intéressants. Alors le premier résultat, il valide en fait l'intuition théorique que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on montre qu'effectivement le développement financier dans le pays I, alors les indicateurs qu'on utilise généralement, c'est l'ensemble des crédits offerts par les compagnies d'assurance, les banques, rapportés au PIB. Donc plus cet indicateur est élevé, plus on considère qu'il y a un développement financier important. Et on montre qu'effectivement, le développement financier, quand il est important, ça favorise les exportations du pays vers le pays J. Et autre élément, lorsqu'il y a un accord commercial entre les deux pays, cette relation existe toujours, mais elle est affaiblie, en fait. Elle a moins de force, précisément parce que quand il y a eu un accord commercial entre les deux pays, on a moins besoin, en fait, d'un développement financier important. Le deuxième résultat consiste à regarder cette relation au niveau sectoriel, c'est-à-dire qu'on va distinguer les secteurs industriels, et notamment, on sait que structurellement, il y a des secteurs industriels qui sont plus contraints financièrement que d'autres, parce que notamment ils utilisent des actifs pour la production qui vont être plus ou moins faciles à gager auprès d'un apporteur de fonds extérieur. Donc il y a des secteurs qui, structurellement, sont davantage contraints que d'autres. C'est le cas par exemple des secteurs de l'habillement, de l'artisanat notamment. Ce sont des secteurs qui sont assez contraints financièrement parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'actifs à gager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que pour ces secteurs-là, en fait, le développement financier, il est vraiment très important. Et puis, un troisième résultat qui est aussi, je pense, intéressant, qui s'intéresse cette fois-ci à ce qui se passe dans le pays importateur. Donc, jusqu'à présent, on a parlé du système financier dans le pays qui exporte, mais dans le pays importateur, il est important aussi d'avoir un système financier développé pour qu'on puisse exporter vers ce pays-là. Alors, il y a au moins 2 raisons qui suggèrent cette hypothèse. La première raison, c'est que quand vous avez un système financier qui est suffisamment développé dans le pays importateur, ça génère de la demande.
C'est-à-dire que plus il y a de banques qui peuvent octroyer du crédit, plus il va être facile pour les consommateurs et les entreprises d'acheter des biens et services ou des biens de consommation, des biens d'investissement. Et donc, effectivement, on va avoir tendance en partie à acheter les biens à l'étranger et donc à les importer. Donc, ce sera plus facile, symétriquement, d'exporter vers ce pays-là. Voilà, donc plus il y a un développement financier important dans un pays, a priori, plus il va avoir tendance à exporter. Et puis, la deuxième raison renvoie à ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, notamment sur les lettres de crédit, c'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir cette exportation des produits du pays I vers le pays J, il faut à la fois qu'il y ait une banque dans le pays de départ, mais il faut aussi une banque dans le pays d'arrivée pour mettre en œuvre ce système de lettres de crédit. Donc, plus vous avez un système bancaire développé dans le pays d'arrivée, le pays importateur, a priori, plus ce sera facile aussi de vendre vos produits dans ce pays-là. Et c'est effectivement ce qu'on montre dans l'article, c'est que le développement financier dans le pays importateur favorise les exportations vers ce pays-là, et d'autant moins qu'il existe, là encore, un accord commercial entre les deux économies. Donc on retrouve un peu le même résultat que celui que je vous ai indiqué tout à l'heure. Quand il y a un accord commercial, la finance finalement perd un petit peu du terrain et devient moins importante parce que le travail est déjà fait par la signature d'un accord commercial. Voilà, donc 3 résultats qu'on a obtenus dans ce papier qui, à ma connaissance, est le premier à intégrer vraiment ces questions d'accords régionaux dans une recherche sur finance et commerce, qui est une littérature, encore une fois, qui était un petit peu endormie et qui a retrouvé un regain d'intérêt par la concomitance de la crise financière et de l'effondrement du commerce international à la fin des années 2000, un petit peu, 2009-2010.